United s'écroule à Old Trafford, San Siro a explosé avec une victoire des Nerazzurri. Le Real Madrid toujours leader, mais le plus important, c'est que le statut revient. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Le statut est de retour. Cette saison de football démarre de plein fouet, même si elle a déjà commencé après cette trêve internationale. On a eu un week-end excitant, palpitant. On s'est battu pour savoir de quel match on allait parler, quel match on allait débriefer. Là, on en a choisi trois, on va vous les présenter. Mais avant ça, comment tu vas, Malik? Alors, moi ça va bien. Vous derrière vos écrans, j'espère que vous allez bien. Bon, on peut pas faire semblant comme si on a passé une semaine normale ou la semaine passée on vous a sorti des vidéos, etc. Donc comme on est le statut, comme on est une famille, en famille on est sans filtre, Ayoub. On se dit les vérités. C'est vrai? Ben, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Il s'avère que Ayoub s'est marié. Et voilà, toute l'organisation et la lune de miel ont pris du temps. Mais voilà, aujourd'hui, il est dispo pour nous. Merci à Youb d'être présent. Merci d'être... Ah, je rigole avec vous. On était en vacances, pardonnez-nous, mais on est de retour pour parler de football et prendre du plaisir. On a eu des beaux matchs ce week-end, Ayoub. Ouais, de très beaux matchs, de très beaux matchs. Vas-y, comment tu veux débriefer un week-end de foot après ça? Mais c'est pas grave, on va rester pro. Ouais, non, plus sérieusement, bon, on a bien rigolé, mais on a eu un week-end de football incroyable. On a eu déjà dès le vendredi des très beaux matchs. Le PSG, le Bayern, là, le week-end, le samedi, et encore aujourd'hui, une victoire du Real, il y a eu le match d'Arsenal de Marseille. Donc ouais, ça a été un gros week-end qui a suivi cette trêve. Donc voilà, on va en parler. On n'a pas pu parler de tout. On ne pourra pas parler de tous les matchs, mais là, il y a la Ligue des Champions. On va débriefer les plus gros matchs. On débriefera le week-end prochain. Vous inquiétez pas, tout au long de la saison, on parlera de toutes vos équipes favorites, que ce soit des top clubs ou des clubs de seconde zone. On parle de tout ici dans le statut. Mais avant ça, on va vous poser la question du, de la vidéo de cette semaine. Est-ce que Jude Bellingham, vu son début de saison, Tony Truant du côté du Real Madrid, vu encore son match hier soir du côté du Santiago Bernabéu, est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur milieu de terrain au monde? On va pas y répondre, Malik, on y répondra prochainement, mais aujourd'hui c'est pas le sujet, c'est le sujet des viewers. Vous nous dites ça en commentaire et là on peut vous répondre, mais on n'en parlera pas en vidéo. Bon, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson. L'intro a été un peu longue, on va commencer par le premier match. United Brighton, défaite 3-1 sur le terrain d'Old Trafford. Bon, United désuni, Mali, qu'est-ce que t'en penses? Parle-nous de ce match. Alors, avant d'aborder le match en tant que tel, Man United, super décevant. Super décevant ce début de saison, Ayoub. Pour un fan de Chelsea que je suis, qui déteste ce club, surtout dans les années 2004 à 2010, où on n'a pas pris beaucoup de titres à cause de Sir Alex Ferguson, pour moi, je suis ravi, je suis content de les voir comme ça. Je suis content de pouvoir me moquer de mes amis fans de Manu, même si eux aussi doivent rigoler avec ce que Chelsea en fait. Mais bref, c'est pas la question. Donc en tant que fan de Chelsea, content, ravi, je me marre. Je me suis marré samedi. Mais en tant que simple suiveur du foot qui a pronostiqué sur cette chaîne même cette équipe d'être deuxième, de compete pour le titre avec City, etc. selon moi, super déçu, Ayoub. Super déçu. Super déçu. Mais même si là, je pars avec un ton pessimiste, entre guillemets, je trouve que ne fût-ce qu'aller, quoi, les 10-15 premières minutes, et allez, je veux dire le match en général, pour que les fans de Manu soient contents, je trouve que c'était leur meilleur, déjà en termes de match, des 5 matchs qu'ils ont joués là en Première Ligue, que ce soit contre Wolverhampton, Tottenham, et on voyait rien. Arsenal aussi, ça avait été pas mal malgré la défaite, mais on voyait rien. Et là, Tena qui était parti avec ce 4-4-2 en losange, auquel on ne s'attendait pas vraiment, avec Rashford et Olun devant, on était entre guillemets surpris de voir ça. On s'attendait vraiment pas à cette tactique. On s'attendait à ce qu'il parte sur son 4-3-3 ou un 4-2-3, etc. Ben, dès l'entame de match, Manu est bien. Manu est bien, Manu pousse, Manu fait en sorte que Brighton ait du mal
à faire leur jeu de d'habitude où ils repartent de derrière tranquillement, etc. Ils récupèrent des ballons. Rashford me fait des petits doubles contacts dans la surface, etc. Donc vraiment les 10-15 premières minutes du match, je me dis, ok, Manu, ok, c'est ça que je veux voir, c'est ça, l'équipe que je voyais deuxième, c'est ça, la continuité que je croyais qu'il allait avoir avec ce qui s'était passé vers la deuxième partie de saison passée de United. Mais après, Brighton se sont installés dans le match. Et le match, il est à Old Trafford. On aime bien Brighton, c'est une bonne équipe. De Zerbi, c'est le quatrième coach préféré d'Ayoub, tout ce que vous voulez. Mais Brighton ne peut pas commencer à jouer la possession, son jeu tranquillement comme ça à Old Trafford. Parce qu'au bout d'un moment, je disais, le United, les 15 premières minutes à récupérer des ballons hauts, etc. Mais après, je ne sais pas si c'était la consigne du coach. Je veux dire, les gars, on presse plus haut, on coulisse seulement, on fait coulisser le bloc, etc. Mais après, Brighton était dans un fauteuil. Le gardien fait sa petite relance. Dans le milieu, on revient, on change d'aile, etc. Et même le premier but, ça vient comme ça, où ils continuent leur passe, nanana. Et balle à droite vers mon compatriote ivoirien Digra. Centre en retrait. Welbeck, 1-0, merci. Clinique. Mais il faut notifier aussi avant que United, bien sûr, a eu quelques situations. Ils ne les ont pas concrétisés, c'est vrai. Mais Brighton, première occasion, clinique. Et excuse-moi de faire un fast-forward, entre guillemets, comme ça à You. Mais quand c'était même 2-0, parce que le deuxième but, c'est un peu la même chose, où Brighton est tranquille, ils jouent leur jeu de passe, ils vont un espace, on envoie sur un côté. Et le repli des milieux de Manu est un peu difficile. On met un ballon dans la surface. Martinez, il hésite à aller. Eriksen, il va pas. Ah, vous hésitez. Grosse crochet, frappe. Merci, au revoir. Et quand tu vois la statistique à ce moment-là, où c'est 2-0 à You, Brighton a 0 corner. Brighton a 0 corner. Et moi, je vois ça comment? Je vois ça dans le sens où, comme je l'ai dit, Brighton avait juste joué leur jeu, avait le ballon, mais c'est pas comme si j'aurais poussé dans la moitié adverse de Manu, qu'ils étaient là, non. Ils ont eu leurs occasions, ils les ont mis, enfin leur frappe cadrée, ça a été bu, et merci, au revoir. Et je te laisse continuer par rapport à la suite, comme ça tu as des choses à dire, mais moi j'ai trouvé cette équipe de Brighton beaucoup trop à l'aise en étant à l'extérieur à Manchester United. On parle de Manchester United quand même. Tu veux pas laisser Brighton venir jouer comme ça tranquillement chez toi? Jamais de la vie. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression que dans le jeu, dans le contenu, entre guillemets, c'était l'un de leurs meilleurs matchs. C'est pour ça que le résultat est dur. Mais la réalité, c'est que Brighton était tranquille ce match. Tranquille. Bon, honnêtement, Malik, pour une fois, tu as été très bon. Non, sérieusement, je suis complètement d'accord avec toi. Je veux juste compléter et être très court. Parce que tu as dit que c'était l'un des meilleurs matchs d'United, enfin le meilleur match d'United depuis le début de saison. Je suis assez d'accord avec toi. Mais, et que malgré tout, ça n'a pas été suffisant face à Brighton. Malgré les louanges qu'on peut avoir envers Brighton, quand tu fais ton meilleur match après 5 matchs de Première Ligue et que tu arrives face à Brighton et que tu perds, c'est que ça devient inquiétant. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, que ce soit sur les choix d'Eric Ten Hag, que ce soit sur les limites tactiques ou les limites de l'effectif, pour commencer par l'effectif. Je suis désolé, mais cet effectif, à quelques exceptions près, n'a rien à envier, surtout dans les dispositions où ils sont mis à Brighton. Quand tu regardes défensivement, certes, on a trouvé enfin une paire de défenseurs centraux viables avec Martinez et Varane, mais là, Lindelof, c'est pas suffisant. Même s'il a apporté dans son rôle où il sortait de la ligne de 4 pour apporter sur le contre-pressing, et par moments, il a été très intéressant dans les duels, mais quand il a des errements défensifs, ça te tue directement, et on l'a vu sur le but de Danny Welbeck. Les latéraux, Reguilón, je savais même plus que c'était un joueur d'un top club européen. Il joue à Séville dans une... Mais il a bien joué. Oui, il a bien joué, mais pour une saison de Première Ligue, moi ça m'inquiète si Luke Shaw n'est pas suffisant. Et Dalot, quand c'est un joueur de contexte, quand c'est bien, quand c'est pas bien, ben, lui aussi ne va pas être bon. Et là, au milieu de terrain, tu as essayé d'innover quelque chose. Mais si c'est pour mettre McTominay en 8 dans ce rôle-là, qui n'a pas été si mauvais que ça, mais c'est pas suffisant pour jouer contre le top 6, top 7, top 8 de Première Ligue, je pense. Et on parlait de West Ham, même pour moi, West Ham, s'il va aujourd'hui, à l'heure actuelle à West Ham, il n'est pas titulaire. Mais de loin, il y a des mecs bien meilleurs que lui à ce poste-là. T'as Eriksen qui certes avait apporté beaucoup de belles choses au début, mais là il revient d'une blessure, donc c'est compliqué.
Et pour moi, cerise sur le gâteau, tu as un joueur qui a changé ton milieu. On en a parlé longtemps, Casemiro. Et là, tu le mets dans les pires conditions possibles. Donc, ok, tu as eu un Bruno Fernandes et un Rashford qui vont sans cesse essayer de créer quelque chose et sans cesse essayer de surnager dans ce collectif désastreux. Mais pour parler d'un Rashford, moi, à un moment, il m'a un peu agacé sur ce match parce qu'il était un peu trop individualiste. Même si j'ai l'impression qu'il part avec une mentalité de ah, c'est moi qui dois sauver l'équipe, un peu comme par moment Kylian Mbappé au PSG. C'est drôle les comparaisons entre les deux d'ailleurs. Mais donc voilà, donc t'as pas de solution. Et moi, quand je regarde, j'aime beaucoup Ten Hag. Là, je vais le critiquer, on le critique sur l'aspect tactique sur ce match, sur ce qu'il a apporté, même sur les changements. Garnacho, il l'a fait rentrer à la 85e, pareil pour Pellistri. Voilà, faire rentrer Martial à la place de Haaland. Je vois pas. Hollande, il s'est fait siffler d'ailleurs. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, tu parles de Ten Hag ou Haaland qui s'est fait siffler? Non, Tenax s'est Ah fait oui, oui, siffler pour ce changement. Ten Hag, c'est ce que j'avais vu. Mais donc les changements, je comprends vraiment pas. Donc même sur la micro-tactique, t'as été battu, donc ça commence à être inquiétant et je vois même pas de solution. Parce que si tu continues en 4-2-3-1 sur tes ailiers, Rashford, c'est bien, mais il a besoin d'être accompagné d'un neuf. Et Hollande, ça va prendre du temps avant qu'il s'affirme vraiment. À droite, tu peux essayer Garnacho, parce qu'Anthony, je l'aime beaucoup. Pour moi, j'ai essayé de le défendre, de dire que c'était pas un flop, que, que c'était pas un flop et qu'il pouvait faire mieux. Mais j'ai l'impression que que sa limite a été très vite atteinte. Donc moi, sur la continuité d'United, je suis inquiet. Et là, à l'heure où on tourne, on est le dimanche 17 septembre, vous voyez ça le 18 septembre. Et le 20, c'était un match contre le Bayern de Munich. Certes, c'est D'ailleurs, pas le Bayern le plus flamboyant, parce que depuis ce début de saison, voilà, on a vu encore vendredi un 2-2 face au Bayer Leverkusen. Même si le Bayer Leverkusen fait un très bon début de saison, on attend plus du Bayern. Et là, tu vas devoir te les coltiner. Ça peut être très inquiétant et ça peut vite flancher du côté de Manchester United et d'Eric Ten Hag. Donc bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. non, je suis d'accord avec toi. Comme tu as dit, il y a ce match mercredi. S'ils vont là-bas. En fait, pour moi, ça peut être un peu à double tranchant ce match. S'ils vont là-bas, ils se font froisser, ça risque d'être très compliqué. Mais s'ils vont là-bas et que tu sais, mais c'est la Ligue des Champions, tu joues le Bayern, même si c'est pas le plus grand Bayern, comme tu dis, ça peut donner une confiance à l'équipe. Et tu dis que par rapport aux solutions qu'il peut apporter par la suite, tu sais pas trop ce qu'il peut faire. Faut pas oublier qu'ils ont acheté un certain Amrabat. Qui sait comment il va réussir à l'implanter. Mais seulement, peut-être qu'ils veulent encore lui donner une chance. Mais c'est pour Mais ça, excuse-moi de te couper, c'est pour ça qu'on t'inquiète n'était pas. pas d'accord que toi tu les mettais deuxième et moi non. Parce que encore cette saison, ils ont fait beaucoup de changements dans leur effectif. Il y a des trous qu'ils n'ont pas comblés en défense centrale. Même peut-être sur les latéraux, j'ai encore des doutes. Même si j'aime beaucoup les joueurs qui sont présents à ces postes-là. Mais l'avenue d'Amrabat, l'avenue de Mount, après voilà, on n'est qu'à la cinquième journée, on va pas sonner on va pas tirer l'alarme. Mais, dès le début, je voyais que le début de saison allait être compliqué puisqu'il fallait trouver allez, des automatismes dans cette équipe et un schéma de jeu bien défini. Donc là, voilà, je pense que pour le top 4 c'est encore largement suffisant, mais pour moi, c'est pas une équipe qui est taillée pour la course au titre. Mais ça, j'ai aucun Non. doute là-dessus. Donc bon, on va passer sur le deuxième match. Je pense que c'est le plus gros match qu'on a vu ce week-end. Enfin, le match avec le plus de hype, le plus d'attentes. Et ce match a répondu à nos attentes. Inter face à l'AC Milan. L'Inter a surclassé Milan. Malik, parle-nous de ce match. Un peu plus du côté des Nerazzurri, on reviendra sur l'AC Milan juste après. Alors, ceux qui suivent un peu la chaîne depuis un petit temps, vous savez que mes deux équipes de cœur, c'est Chelsea et l'Olympique de Marseille. Et que j'ai un profond amour aussi pour l'Inter de Milan. Oh, je le répète tout le temps, mais c'est bon de le répéter. Mais Ayoub, je vais être très clair. Je ne sais même pas si j'ai envie de parler du match. Forza Nerazzurri, campioni d'Italia. C'est simple. Le Scudetto sera pour cette équipe. Le Scudetto sera pour cette équipe. Cette équipe est fâchée de ce qui s'est passé à la finale contre Manchester City. Car je pense, et je pense qu'ils le pensent aussi, ils avaient gagné ce match.
ils avaient gagné ce match. Juste leur attaquant Oui, a joué contre eux. oui, A joué contre eux. Même, oui. mais même Guardiola l'a dit, Ayoub. Même Guardiola Oui. l'a dit. Mais Guardiola fait Leur du attaquant politiquement a raté. correct. Arrête. Tu sais très bien. Joue pas à ce jeu-là avec moi. Joue pas à ce jeu-là avec moi. J'ai Ouais. des DM pour t'éteindre. Joue pas ça avec moi, toi. Arrête. Non, moi j'apprécie cette équipe de l'Inter, Ayoub. Excuse-moi de prendre le plus big picture avant de rentrer dans le match, mais ça fait 4 matchs, c'est un but encaissé, c'est 4 buts mis la semaine passée, enfin avant la trêve internationale contre la Fiorentina, 5 buts mis là, Lautaro qui met des doublés aussi les autres matchs. Bref, cette équipe de l'Inter est en train de rouler. Et ce que j'aime bien, et c'est ce que j'attendais entre guillemets un peu de Manu, c'est que l'Inter est sur la continuité de leur fin de saison. Comment ils ont joué à leur fin de saison, comment ils ont trouvé Inzaghi et son équipe, comment ils devaient jouer, comment chacun devait comment dire, s'acclimater dans le rôle qui était demandé. Bah, c'est ce qui est fait. Di Marco, Dumfries, ils savent ce qu'ils doivent faire. Acherbi, quand c'est lui qui joue, c'est De Vrij, Darmian, Bastoni, ils savent ce qu'ils doivent faire. Même Sommer qui est venu cette saison pour remplacer Onana, il s'est super bien acclimaté. Marcus Thuram, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille bien, mais ça se passe hyper bien. Il a mis un magnifique but contre le Milan AC. Donc, cette équipe s'articule bien, il y a de la qualité, Barella, etc. Donc, rien qu'en termes de papier, comme lors des demi-finales de l'année passée de la Ligue des Champions contre le Milan AC, parce que là, ça va faire le 5e match que l'Inter bat Milan. C'est simple, l'Inter a des meilleurs joueurs. Oui, c'est un sport collectif, le foot, il y a la tactique qui rentre en compte, il y a l'envie, c'est 11 humains contre 11 humains, blablabla. Mais à la fin de la journée, il y a plus de qualité du côté bleu et noir de Milan, plutôt du côté noir et rouge. Et on le voit à chaque fois qu'il y a opposition. L'AC Milan est toujours dépassé par l'Inter de Milan. Parce que comme je le dis, l'AC Milan, en fait, c'est une équipe qui est bonne quand elle doit jouer en transition. Avec Pioli qui arrive à faire en sorte de maximiser ce genre de chances quand il joue contre des équipes, par exemple, qui jouent plus la possession comme l'année passée, on l'avait vu avec Naples, etc. Mais là, l'Inter, à chaque fois qu'il joue l'AC Milan, il dit, mais gardez le ballon, on n'a pas de souci, faites vos passes, on sait que vous allez rien faire. Même si là, contrairement à la demi-finale allée de la Ligue des Champions l'année passée, Milan n'avait pas trop mal commencé leur match. Mais après même pas 4-5 minutes, à l'instar de la demi de l'année passée, l'Inter met le but qu'il faut avec Mkhitaryan et c'est lancé. Et là, le Milan AC est poussé à s'exposer, poussé à avoir des occasions. Et ils ont une ou deux avec Hernandez qui essaye de centrer au lieu de tirer, etc. Mais l'Inter de Milan savait ce qu'ils allaient faire, savait comment ils allaient battre cette équipe. Ils se sentaient au-dessus de cette équipe et c'était magnifique. Regarde le but de Thuram, ça part de quoi? Milan qui joue haut, mais qui essaie de pousser dans notre moitié adverse du terrain. On gagne, je crois, un duel ou un deuxième ballon. Lautaro contrôle, il envoie long ballon à Dumfries, contre-attaque, Dumfries pour Thuram, frappe, goal, 2-0. 2-0, merci. On rentre à la mi-temps comme ça, 2-0. On revient justement là où on commence, l'Inter, nous, à plus jouer avec le ballon, à plus avoir le ballon, essayer de pousser. Et on est même un peu suffisant dans nos occasions, on tente des petits gestes, on joue pas les coups à fond, etc. On se relâche un peu. Bah, c'est là l'Inter sur, l'AC Milan sur une récupération de balle qui part en profondeur pour Leao et qui marque le 2-1. Mais même après le 2-1, Ayoub, j'étais serein, je savais que l'Inter allait gagner ce match. Et même pas 5-10 minutes après, on pousse un peu, on veut marquer, on décide qu'allez, on veut marquer. Çalhanoğlu, longue balle pour Lautaro, contrôle, tchou, Mkhitaryan, merci, au revoir. Oh. Entrez à la maison, les petits frères. Milan, c'est chez nous. L'Italie, c'est pour nous. Le Scudetto, c'est pour nous. C'est simple. Je kiffe ce que je vois de l'Inter de Milan, je kiffe ce que fait Inzaghi avec cette équipe et franchement, il n'y a que cette équipe eux-mêmes qui peuvent s'empêcher de gagner ce titre pour moi, malgré que la Juve est pas mal ces dernières semaines, mais pour moi, l'Inter sera champion d'Italie et en Ligue des Champions, ils sont fâchés. Ils ne vont pas être gentils à jouer. Bref, les pronos LDC, c'est pas maintenant. Voilà, les pronos LDC sortent demain. T'es un génie pour la promo. Ouais, sur l'Inter, j'ai pas grand chose à
à rajouter. Tu as dit tout ce que je voulais dire. C'est vraiment une continuité sur la saison dernière. Et non seulement ils ont des meilleurs joueurs, mais aussi une vraie continuité. Parce que voilà, on va en parler tout de suite. Ben, voilà, une parfaite transition. Quand on voit le mercato de l'AC Milan, tu as beaucoup de choses qui ont changé. Contrairement à l'Inter où tu as une vraie ossature, où tu as une recherche de joueurs à peu près similaire, même si Thuram c'est différent de Lukaku, voilà. Et sur l'AC Milan, moi j'ai quand même des inquiétudes à peu près les mêmes que celles sur l'AC Milan, les mêmes que sur United, pardon. Est-ce que l'effectif est suffisant? Est-ce que le coach est taillé pour les objectifs de l'AC Milan? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, moi j'aimerais discuter avec les supporters milanais ou avec la direction milanaise et leur demander quels sont leurs objectifs. Parce que si ton objectif aujourd'hui, c'est t'es dans le groupe de la mort, l'Europa League, et gratter le top 4 cette saison, ok, ben continuez, vous avez un bon effectif, vous allez faire progresser des joueurs, le mercato prochain, vous allez vendre Léao 150 millions, c'est bien, ok, d'accord, ben là-dessus, on est sur une bonne continuité. Par contre, si vos objectifs, c'est de sortir de ces phases de poule, de Ligue des Champions, de, et de viser le titre, pas forcément de le gagner, mais au moins de le jouer jusqu'à la fin, pour moi, là, on est dans... Pour ça, pourquoi pas le gagner? Non, Il ouais, devrait. il devrait, ok, d'accord. Pour toi, c'est ça les objectifs de Milan? Ou C'est vrai que est-ce que ça devrait être les objectifs de Milan? bien sûr, Est-ce que l'effectif est taillé pour? Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on a loué le mercato de Milan. Je parle des observateurs en général, mais même nous. Parce que le mercato a été assez intelligent pour peu de moyens. Aujourd'hui, il n'est pas taillé pour le titre en Italie. Tu as parlé de la Juve aujourd'hui, même si la Juve, en termes d'effectifs, c'est pas largement au-dessus. Ils ont un coach qui a gagné le championnat plusieurs saisons, malgré ce que j'en pense. Ils sont bien mieux préparés. Ils jouent pas la Coupe d'Europe. Donc c'est un large avantage. L'Inter, pour moi, ils sont devant, on est d'accord là-dessus. Naples, même si le début de saison est allé en dents de scie, ils ont quand même un effectif largement au-dessus et un entraîneur supérieur. Donc voilà, je pense que ça reste quand même des équipes qui sont supérieures à l'AC Milan. Et on connaît cette série A, t'es pas à l'abri que l'AS Rome fasse une deuxième partie de saison incroyable, qui te dépasse, qu'il y a un Atalanta qui revienne. Voilà, on n'est jamais à l'abri de rien et que tu as un Lazio qui fracasse tout. Donc moi, je suis très inquiet pour l'AC Milan sur les objectifs qu'il devrait avoir. Je suis assez pessimiste là-dessus, parce que même quand on regarde l'effectif, même si on peut louer le mercato, c'est pas suffisant, je suis désolé. À part la ligne d'attaque, moi quand je regarde les postes, surtout au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on est passé il y a 2 ans à un milieu de terrain où on avait un dilemme, puisque tu avais Franck Kessié, Ismaël Benasser et Tonali. Tonali, la saison dernière, a pris encore une autre dimension. Franck Kessié était parti. Benasser a confirmé encore son talent. Mais là, le problème, c'est que tu as laissé partir Tonali puisque tu voulais de l'argent et que Benasser ne fait que se blesser. Donc maintenant, tu te retrouves avec un milieu Krunic, Reinders, Loftus-Cheek. C'est un milieu de qualité pour de la Serie A. C'est un milieu de qualité en Serie A pour un top 4. Pas pour rivaliser contre les Çalhanoğlu, les Barella, contre les Zambo Anguissa, contre les Lobotka. C'est pas un milieu qui est fait pour rivaliser contre ce genre d'équipe. Même offensivement, hein, Olivier Giroud, malgré sa qualité, etc., son début de saison, il y a mieux. Il y a mieux dans les autres équipes. Et à part Léao, il n'y a aucun joueur, pour moi, à part Léao et Hernandez, pardon, et Maignan, tu as cette colonne vertébrale-là qui, certes, ces 3 joueurs-là, tu les mets dans n'importe quel grand club européen, ils sont quasiment titulaires aujourd'hui. Mais à part ça, tu n'as rien qui peut te refaire l'exploit de la saison dernière d'aller viser un quart ou une demi-finale de LDC, surtout vu le groupe. À part si voilà, tu étais dans un groupe beaucoup plus clément et qu'en huitième tu tapes une surprise de cette LDC. Pour moi, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait sur les dernières saisons. C'est-à-dire être compétitif pour le Scudetto, parce qu'avec Pioli c'était nouveau, il a amené une nouvelle patte. J'ai l'impression que son message passe de moins en moins, ça fait un moment qu'il est là. Les joueurs, même Léao, moi j'ai des doutes sur sa motivation aujourd'hui de rester à l'AC Milan. Quand on a vu ce qui s'est passé cet été avec la direction, certains de ces joueurs-là, même les cadres que j'ai mentionnés, ne voulaient même plus rester. Donc quand on voit tout ce que ça fait, toute la soupe que c'est en train de créer, moi j'ai des doutes par rapport à l'AC Milan et j'ai surtout des doutes par rapport à Stefano Pioli. Juste là-dessus, je vais être très rapide. Tu sais, j'ai fait une comparaison avec Manchester United, mais j'ai un peu l'impression que Stefano Pioli, je pourrais faire la comparaison avec Ole Gunnar Solskjaer. C'est-à-dire que c'est un bon entraîneur. Non, mais sans être insultant, parce que je vais être très élogieux, c'est un très bon entraîneur de football. C'est un entraîneur qui a de très bonnes qualités, voilà, qui a du charisme,
qui sait inculquer de très bonnes valeurs à ses joueurs, qui sait gagner, puisqu'il a gagné un Scudetto. Ok, faut le rappeler. Je pense qu'il est quand même un grand supérieur au Ole Gunnar Solskjaer, mais quand tu es l'AC Milan, quand tu es un club de cette stature-là, tu dois viser plus haut à un moment. À un moment, c'est bien que tu aies un entraîneur comme ça qui vienne, qui t'emmène d'un point A et d'un point B. Mais maintenant, pour arriver au step supérieur, à être le club qui, chaque saison, va lutter pour le Scudetto, qui va essayer d'avoir une importance en Ligue des Champions. L'objectif, c'est pas de la gagner, mais d'avoir une importance. Parce que c'est ça la stature de l'AC Milan. Mais aujourd'hui, non seulement tu n'as pas le coach pour, non seulement tu n'as pas l'effectif pour. Donc aujourd'hui, du côté de l'AC Milan, il n'y a rien qui va pour aller performer au top niveau. Parce que quand on voit les autres clubs en Europe, et quand on compare leur effectif avec l'effectif de l'AC Milan, tu rigoles un peu. Même quand tu le fais avec, un peu moins avec l'Inter ou avec la Juve, mais quand même, il y a quand même une classe d'écart. Donc voilà, c'est ce que je pensais de l'AC Milan. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, juste par rapport à ça, justement, pour faire le défenseur de Pioli. Mais est-ce que, justement, déjà gagner ce Scudetto inattendu un peu avec l'AC Milan, même si c'était une Serie A où la Juve se perdait, Naples se cherchait encore, l'Inter c'était pas encore ça, mais gagner cette Serie A c'était un peu quand même inattendu pour cet AC Milan et ça paraît fou de le dire pour le club qu'est l'AC Milan. Mais est-ce que si on lui avait donné le personnel, on pourrait vraiment dire ça, expliquer pourquoi justement il ne peut pas compétir plus pour le titre et pourquoi il ne peut pas plus compétir avec la Ligue des Champions. Il ne faut pas d'abord justement lui donner le personnel que tu dis par rapport au transfert que les dirigeants doivent faire de l'AC Milan, même si c'est un travail entre le coach et le directeur sportif, pour pouvoir réellement le juger. Parce que est-ce qu'on peut lui reprocher, vu son personnel, comme tu l'as dit, d'avoir des performances comme ça et des saisons un peu en dents de scie. Parce que je pense pas que c'est. Je pense que c'est un entraîneur qui peut te sauver une équipe, qui peut te l'amener à aller d'un point où elle était, en train de lutter dans le milieu de tableau de série. À un moment, il faut se rappeler de ce qu'elle était l'AC Milan sur les saisons dernières. Et le relever, le ramener dans le top 4, le ramener à un minimum de respect qu'on devrait avoir pour l'AC Milan. Mais maintenant, pour passer sur le cap au-dessus. Parce que moi, je suis désolé, Simone Inzaghi, ce que Pioli a fait ce que Pioli fait avec l'AC Milan, lui le faisait à la Lazio de Rome pendant plusieurs saisons. Bon, il n'a pas gagné de Scudetto, mais il rivalisait pour le top 4, etc. Et maintenant, il arrive à l'Inter, c'est un step au-dessus, et il a confirmé. Quand tu regardes Spalletti, Spalletti, c'est sur une saison. Allegri, il a gagné. Spalletti, on attend de voir s'il va confirmer. Mais bon, sur une saison, ça a été bien plus impressionnant. Il est avec l'Italie, Spalletti. Pardon ? Il est avec la sélection nationale. Ah bah oui, c'est vrai, ils ont changé de coach, mais j'arrive pas à m'en remettre, c'est pour ça que j'oublie. Et Allegri, c'est un entraîneur qui a gagné je sais pas combien de Scudetto. Donc on peut pas comparer ces entraîneurs-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, pour pouvoir avoir un... Ben oui, c'est vrai, en plus on avait fait une vidéo sur Spalletti, je suis bête. Mais pour avoir ce Milan qui va rivaliser avec l'Inter chaque saison, tu as besoin non seulement d'un effectif supérieur, au moins d'un effectif supérieur, et après, si Pioli n'arrive pas à continuer à compete avec l'Inter, ben là, tu prendras un coach d'une dimension supérieure. Mais pour moi, les deux sont un problème aujourd'hui pour l'AC Milan. Bon, à part ça, maintenant, on va aller en Liga. Le Real Madrid est leader, 5 matchs, 5 victoires. Ils ont affronté une équipe qui était aussi invaincue avant ce match. La Real Sociedad avait 3 matchs nuls et une victoire, si je ne me trompe pas. Le Real Madrid a su gagner suite à la pression du Barça qui a aussi, même si on ne va pas débriefer ce match, a réalisé une masterclass face au Real Betis. Bon, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, ça devient sérieux. On avait pas mal de doutes en début de saison. Suite au départ de Karim Benzema, on s'attendait à l'arrivée d'Mbappé, on ne l'a pas eu. À l'arrivée d'un autre neuf, ça parlait beaucoup d'Harry Kane. Et non, Florentino Pérez n'avait pas menti, aucune recrue. On s'attendait à Kylian Mbappé, il n'est pas venu, voilà. Il a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Des discussions pour une prolongation, on connaît l'histoire, on en a déjà assez parlé. Bon, maintenant parlons du présent du côté du Real Madrid. Le Real Madrid a su aller combattre l'adversité de la Real Sociedad, puisque c'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes, puisque j'ai l'impression de voir deux équipes qui avaient à peu près la même philosophie de jeu. Pardon, c'était
c'était une équipe qui allait se concentrer sur son milieu de terrain, essayer de jouer la transition pour trouver des décalages. Je trouve qu'en première mi-temps, la Real Sociedad l'a mieux fait que le Real de Madrid, parce qu'ils avaient plus d'occasions franches, pardon. Ils arrivaient mieux à trouver des décalages pour trouver leurs attaquants, notamment grâce à une très bonne première mi-temps de Kubo ou de Barren, qui ont été très importants, et aussi un Zubimendi dans les ressorties de balles. Ils ont été excellents sur ce domaine-là. Donc ils arrivaient à faire très très mal au Real Madrid en transition. On a vu un Fran Garcia faire un très bon match offensivement, mais défensivement c'était beaucoup plus compliqué. Donc ça laissait des ouvertures, notamment sur le premier but. Le premier but de Barren, justement, à la 5e minute, où tu as un boulevard du côté droit où c'est complètement vide, et tu as Carvajal qui se retrouve tout seul face à l'ailier gauche. Et c'est comme ça que ça a fait mouche. Et puis t'avais une partie où tu avais un Real qui arrivait à trouver des transitions, même si je trouve qu'au milieu de terrain, j'ai pas été très fan du match de Tchouaméni, ni du match de Valverde au début. Valverde a pris du temps à rentrer dans son match. Ce milieu de terrain manquait aussi de créativité. Heureusement que tu as un homme, Jude Bellingham, qui honnêtement, je crois que je vais en parler. Je crois qu'on va faire une capsule où je vais parler que de ça. On la balancera sur TikTok ou je sais pas. Mais Jude Bellingham, au début, moi je vois quand il signe au Real, qu'il prend le numéro 5, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, garçon? Je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup le joueur, voilà. On le connaît depuis ses saisons du côté de Birmingham, mais qu'il prenne le numéro 10 et qu'il assume à ce point-là ce poste de numéro 10 avec une fonction aussi de joueur qui va effectuer un gros pressing, qui va devoir faire des replis défensifs, être aussi précis dans la qualité technique pendant 90 ou 90 minutes, qui va aller qui va savoir servir ses coéquipiers sans forcément beaucoup d'activité devant, parce que tu avais José Lu et Rodrigo. Rodrigo, c'est aussi plus un profil de créateur qu'un profil d'attaquant pur. Tu avais un José Lu qui, voilà, sans lui manquer de respect, l'année passée, tu avais quand même Karim Benzema, ou en tout cas sur les dernières saisons, tu avais quand même le meilleur neuf du monde, sans contestation possible, ne parle même pas Malik. Donc pour le remplacer, c'est très compliqué. Et là, surtout quand tu arrives dans un schéma différent des dernières saisons et que tu n'as pas Vinicius, qui a été ton meilleur joueur la saison dernière, ou en tout cas ton meilleur élément offensif. Donc bon, ça s'est vu sur la première mi-temps, malgré que le Real Madrid a arrivé à trouver des transitions, arrivé à casser le milieu de terrain de la Real Sociedad qui a été très performant, mais ça n'arrivait pas à trouver des décalages dans les 16 derniers mètres, ou quand ça le faisait, c'était soit trop prévisible ou très bien géré aussi par la défense basque du côté du Real Sociedad, parce que par exemple sur l'action où Bellingham lance Rodrigo il est très bien amené pour être excentré du côté gauche, et pour que sa frappe n'ait que très peu d'importance, où tu as un moment où il y a un petit cafouillage, la défense est parfaitement alignée, le gardien n'a même pas à faire d'arrêt. Donc la Real Sociedad a su bien tenir pendant une mi-temps, mais malheureusement, voilà, c'est le Real Madrid, on les connaît, il suffit de 15 minutes pour qu'ils puissent renverser un match, c'est exactement ce qu'on a vu. Ils sont revenus beaucoup plus remontés en première mi-temps avec un but très tôt. Tu sais, Malik, on parle toujours de ce momentum au début du match, à l'arrivée de la mi-temps. Des fois, tu as des joueurs qui pensent qu'ils sont encore au vestiaire, qui sont pas encore concentrés. C'est ce qui s'est passé là, passe décisive de Fran Garcia. Toute son activité qui avait été stérile en première mi-temps parce que il n'arrivait pas à trouver quelqu'un dans la surface, ben là ça a payé à deux reprises. Première fois avec Valverde, la deuxième fois un superbe centre pour José Lu. Mais c'est pas un hasard ce centre-là, puisqu'il l'a tenté au moins 5 fois en première mi-temps. Et là donc ça a payé, et puis on a vu un Real Madrid changer de stratégie et qui a très vite compris que la clé du match se trouvait dans le milieu de terrain. Et c'est là qu'on doit tirer son chapeau à Ancelotti, parce qu'il a su faire les changements adéquats, ramener Luka Modric pour plus de créativité au milieu de terrain, José Lu. Bon, il faisait un bon match, etc. Mais il fallait plus de contrôle au milieu de terrain. Donc on ramène Kamavinga qui aussi offensivement peut apporter. Et là on gagne. Donc on va essayer d'être plus dans la gestion sur les 30 dernières minutes. Et puis petit à petit faire des changements défensifs. Nacho, puis Lucas Vasquez. Même si Brahim Diaz est rentré, il est rentré à la place de Rodrigo. On n'a pas ajouté un attaquant. Même si c'était risqué, le Real Madrid a très bien su gérer sa fin de match et a su un peu anesthésier cette rencontre avec beaucoup de passes. Voilà, on connaît les milieux de terrain du Real Madrid, et quand on voit l'ajout de Tchouaméni cette saison qui s'affirme, de Bellingham qui est en train de briller, de devenir un crack, un phénomène, c'est abusé, j'ai même pas les mots pour le décrire. Donc voilà, moi je voulais juste tirer
pour conclure là-dessus sur le Real Madrid et sur leur début de saison, puisque c'est un sans faute, ils auront un gros test dès le week-end prochain face à l'Atlético, qui malgré le revers ce samedi Ouais, face à Valence 3-0, réalise un bon début de saison. Donc voilà, il y a un gros test. Voilà, moi j'ai beaucoup critiqué Carlo Ancelotti sur les dernières saisons en Liga au niveau tactique. Bien sûr, en Ligue des Champions, c'est autre chose. Je me suis déjà excusé. Commence pas à me déranger Malik. Mais sur le début de saison, son adaptabilité, moi je croyais pas trop à ce 4-4 de Losange. L'importance des latéraux, ben, quand on voit ce que Carvajal t'apporte, ce que Fran Garcia t'apporte, le milieu de terrain que tu arrives à construire. Luka Modric n'a pas démarré un match titulaire, mais à chaque fois qu'il vient, il est ultra concerné. Kroos arrive à tenir la densité de ces matchs-là. Chouameni arrive à s'imposer, même si aujourd'hui ça a été plus compliqué. Bellingham, on n'a pas besoin d'en parler. La seule inquiétude, voilà, on va se répéter, c'est qu'il manque d'attaquants sur toute la saison. Mais sinon, voilà, pas grand-chose à dire. Juste félicitations à Carlo Ancelotti et ses hommes. On a des inquiétudes, bien sûr, parce que quand on voit la première mi-temps, on se dit que si c'est une équipe plus méchante, si tu es en Ligue des Champions face à une grosse équipe, pardon, ça peut faire mal, mais t'es le Real Madrid. En Europe, il n'y a personne qui fait plus mal que toi sur les momentum. Donc voilà, hâte de voir la suite de cette saison pardon, en Liga, parce que entre les trois gros, la course au titre s'annonce passionnante. ça annonce très dense. Alors, t'es très complet, Ayoub. Je veux pas beaucoup rajouter par rapport à toi, mais sur la Sociedad, moi, je vais juste mettre une petite parenthèse sur que le joueur qui, je pense, choque le plus de monde à la Sociedad depuis la fin de la saison passée, depuis ce début de saison. Pour ceux qui suivent un peu le basket, je pense que vous connaîtrez la NBA, je pense que vous connaîtrez le terme il est dans la zone. Ouais, là, clairement, il est dans la zone depuis la fin de la saison passée. Et même aujourd'hui, son match, franchement, c'était la plus grande menace du côté de la Sociedad, surtout la première mi-temps, tu vas me dire. Tu vois, même la deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été aussi impactant, mais tu le voyais mettre des petits tipons, des nanani. Bref, il était virevoltant sur son côté droit. Et comme tu as dit, s'ils étaient plus méchants, ça pouvait être 2-0. Parce que il y a son but, bien sûr, qui est annulé au fait que c'est dévié par un de ses coéquipiers. Mais tu as une action juste après où il fait le centre parfait pour Merino. Mais sa tête, il la cadre, mais il met pas assez de puissance pour pouvoir la mettre. Après, c'est une belle parade de Kepa. Et moi, je voulais juste faire ces petites parenthèses sur la Sociedad parce que l'ami Kubo, s'il continue comme ça, je pense vraiment que d'ici la fin de saison, il sera sûrement transféré. Surtout que tu entends des rumeurs du Real même qui dit qu'ils sont intéressés par lui. Maintenant, sur le Real Madrid, moi, je dirais que si je peux amener des points négatifs, vu que tu as parlé beaucoup de points positifs, ou comme tu as dit, le Real, c'était l'impression que c'est l'année quand ils avaient gagné le titre, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, quand, et peu importe s'ils étaient menés 1-0, 2-0, bah, là, au final, ils gagneront le match. L'année passée, on croyait que ça allait aussi être comme ça, mais non, là, c'était trop. C'était trop tiré, trop poussé sur une saison, mais là, même contre Retafe, Bellingham, justement, t'en parle, qui met des buts à la fin, etc. Bah, t'as l'impression que ce Real, il trouve toujours un moyen de gagner. Et là, ils sont en train de faire ça en Liga. Et comme tu as dit, c'est un début de saison parfait. Mais moi, je me dis que j'ai une petite contrainte par rapport à ce que tu as dit à la fin, dans le fait où ils n'ont toujours pas réellement d'attaquant, même si José Lo a marqué aujourd'hui. C'est que, quoi, tu vas avoir besoin que Jude Bellingham te fasse une saison type Franck Lampard, je veux dire milieu de terrain qui marque beaucoup, il doit te mettre 20-25 buts la saison. Et même en Ligue des Champions, on doit s'attendre à ça. Parce que justement, moi j'ai cette peur. Tom, tu sais à quel point on aime bien Bellingham ici, mais c'est qu'on s'attend maintenant à ce qu'il marque tout le temps. Non, de base, c'est pas ça son rôle, même si, ok, il est en 10, un peu à la. J'abuse, tu vois. Je vais dans l'extrême, mais c'est comme ça, on a une image 10 à la Deli Ali, entre guillemets, tu vois. 10 pas le plus créateur forcément, mais qui peut descendre, car il a une assez bonne technique pour jouer, mais qui surtout peut prendre les espaces à côté de l'attaquant, à côté d'un Rodrigo qui peut lui faire des bonnes passes et mettre beaucoup de buts. Mais je pense pas qu'attendre 25 buts ou 30 buts, que justement Bellingham remplace les buts que Benzema mettait, ce soit viable pour le Real Madrid, à moins que bien sûr Vinicius, quand il reviendra, soit sur sa forme de la saison passée.
mais je ne sais pas si ce sera viable. Et en tout cas, pour la Liga, ça peut peut-être suffire. Mais on sait que le Real, Mais, c'est beaucoup la Ligue des Champions qui compte. Mais je ne sais pas si en Ligue des Champions aussi, ça sera assez. mais En pour, tout cas, comme tu as dit, il reste pour Real. Je ne vais pas rajouter sur tout ce que tu as dit sur cette belle équipe. Désolé si je ne parle pas beaucoup de la Sociedad, mais moi, je voulais surtout on en reparlera tout au long de la saison, mais juste pour te rejoindre sur Bellingham, je suis assez d'accord. Mais non seulement, c'est pas une question de on va lui demander de faire beaucoup de buts, etc. C'est même pas ça. C'est qu'à un moment, même si le joueur a une qualité incroyable, quand tu vois tous les efforts qu'il fait dans le match, etc. Parce que voilà, il a un poste assez particulier, 10 dans un losange. Quand tu as un faux ailier, puisque je sais même pas si Rodrigo est vraiment un ailier à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas une question de qualité, mais c'est une question de poste et de qualité, adapté à ce poste-là, et que tu as un pur neuf pivot, tu dois faire énormément d'efforts pour aller aussi combler sur les ailes, etc. C'est pas comme si c'était Marcin Odegaard. Donc, même s'il est excellent, qu'il a des qualités incroyables, j'ai l'impression qu'il surperforme. Donc, si tu as un moment de moins bien, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, mon Vinicius va revenir, ok, d'accord. Aujourd'hui, depuis le début de saison, ce qu'on nous montre, c'est que le leader du Real Madrid, c'est Jude Bellingham. Pas juste parce qu'il est excellent, mais dans le jeu. S'il n'est pas là, t'as très peu. Bien sûr, t'as Modric peut-être qui peut jouer un cran plus haut et qui peut faire aussi de très belles choses. Mais là, pour le moment, c'est son équipe. C'est le leader technique de l'équipe. Donc si tu le perds ou s'il y a un coup de moins bien, même en Liga, j'aurais très peur. Tu survis même pas sur la première mi-temps sans lui. Parce que sur les 25 premières minutes, mais il n'est pas très bon, mais c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur les 25 Et on le premières voit minutes. même, on le voit même avec l'Angleterre, pour parler d'un C'est ça. contexte même hors Madrid, il prend une portée. Genre même moi qui l'aime beaucoup, je m'attendais pas Mais pas à ça. attends, j'ai une question. À Dortmund, il n'était pas aussi fort, on est d'accord, parce que j'ai Mais l'impression... non, 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 non. mais attends, parce que je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on a découvert un nouveau joueur de foot. Mais Non, mais sérieusement, j'ai l'impression ok, on connaissait Jude Bellingham, beau gosse et tout, il vient d'Angleterre, à 16 ans, il était pro, il vient à Dortmund, il explose dans le club des cracks et tout. Bon, c'était un crack et tout, pour moi, il valait 100 millions, puisqu'il avait prouvé depuis plusieurs saisons à Dortmund, que tous les clubs le voulaient, il avait prouvé en sélection, en compétition internationale, il nous a prouvé sur la dernière Coupe du Monde qu'il valait ce prix-là, qu'il valait les top clubs, qu'il pouvait être titulaire à City, Liverpool, Barça, peu importe. Mais à ce niveau-là, dès le début, dans un contexte pas facile, Rodrigo, José Lu devant lui, mais qui leur a attendu ça? Donc bon, et c'est un leader, c'est un leader. c'est un Après ça, leader. on pouvait le savoir, il était déjà capitaine à des 19 ans à Dortmund, mais c'est un Oui, leader. non, C'est mais oui, incroyable. d'accord. Mais il y a leader à Dortmund et leader au Real Madrid dans le nouveau Santiago Exactement. Bernabéu, alors que t'as encore Kroos et Modric. Non, mais on va se calmer. Donc c'est tout simplement, faut pas minimiser ce qu'il fait. C'est tout simplement délirant et ça fait peur. Ne deviens pas plus fort que Zizou. J'ai pas envie de rentrer dans des débats Bellingham, Zizou. Non, ça va me fâcher. On aime trop Zidane. Mais bon, pour rebondir là-dessus, n'oubliez pas la question de la semaine. Est-ce que Bellingham, à l'heure actuelle, sur le début de saison, est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain au monde? La question se pose. Moi, je sais pas. Moi, j'ai ma réponse personnellement, mais on la révélera pas aujourd'hui. En tout cas, on espère que cette vidéo nous a plu. N'hésitez pas à commenter, nous dire si vous êtes là. Vous, pardon Ayoub, ok, Non, pardon. tu reviens de mariage, faut être pro. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous a plu? J'ai dit quoi? T'as dit nous a plu, mais Vous c'est a rien, plu, c'est vous a plu. Je suis pas marié. Arrête, y a pas de bague, c'est ma main gauche. Voilà, arrête de me faire chier. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, toujours en argumentant, on répondra à tous les commentaires. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo, un like, un abonnement. Merci à tous, merci à toi Malik. À c'est demain à toi Ayoub. pour les previews LDC. Cette semaine, on débriefe toute la LDC et samedi, une vidéo encore, le statut est de retour pour de vrai. Merci, salut. Ciao, ciao.